Je le vis. Bonsoir et bienvenue dans le direct. Tout de suite, retrouver David Mutel pour le JT Sport. Bonsoir David. Bonsoir Delphine. Alors de quoi allez-vous nous parler ce soir? Eh bien, nous serons en compagnie notamment de nos amis du baseball, les Espadons de Troyes. Il y aura aussi un retour sur les championnats de France d'athlétisme avec 3 Aubois engagés, du football bien sûr et du handball. Très bien, merci David. À 19h30, nous nous retrouverons pour le journal. Nous reviendrons bien sûr sur les conséquences de la tempête qui a traversé notre département hier. Nous assisterons à la réunion d'Europe Écologie hier à l'hôtel du Petit Louvre à Troyes. Et nous terminerons par l'ouverture de la foire de Mars à Troyes samedi. À 19h50, David Mutel toujours vous présentera le miroir des sports. Et s'il recevra ce soir Sandrine Dumoulin, ancienne championne de France d'escrime. Bonsoir, vous êtes bien sur Canal 32, ravi de vous retrouver pour une nouvelle édition du Journal des Sports. Ce soir, nous serons en compagnie des Espadons de Troyes pour cette émission. Nous parlerons avec eux de la saison de baseball qui s'annonce, mais aussi des travaux sur leur nouveau terrain qui ont déjà commencé. Auparavant, nous aurons évoqué le sommaire avec notamment au programme les championnats de France d'athlétisme en salle qui se déroulaient à Bercy. Plusieurs Aubois y participaient et tout spécialement Antonin Boyer, le Romillon, qui avait de bonnes chances de s'imposer sur le 5000 mètres marche. Vendredi soir, c'était la 26e journée du championnat de France de national de football. Les Stacks rencontraient l'équipe mal classée de hier et autant dire que les Troyens n'avaient pas vraiment le droit de ramener autre chose que les 3 points à domicile. Et puis enfin, nous terminerons ce journal par du handball en match en retard. Les TAC affrontaient Lons-le-Saunier. Et là aussi, pour les Aubois, il valait mieux continuer la série de victoires pour rester sur le podium. Voilà donc ce qui vous attend ce soir en notre compagnie. Allez, commençons donc avec de l'athlétisme ce week-end. Au Palais des Sports de Paris-Bercy se tenaient les championnats de France d'athlétisme en salle. 3 Aubois étaient en lice dans différentes catégories, notamment Ali Bounoua qui courait sur 400 mètres, mais surtout Antonin Boyer qui, en l'absence de son leader Johan Diniz, avait une forte chance d'accrocher un nouveau titre après celui de 2008 acquis à Bordeaux. Reportage. Dans un Bercy chauffé à blanc, difficile de se concentrer. Pourtant, juste avant le départ du 5000 mètres marche, Antonin Boyer paraît serein et détaché. D'ailleurs, dès le coup de pistolet du starter, il prend les choses en main en se portant en tête de la course. Très vite, il fait la différence et creuse l'écart. Le coup de feu m'a libéré, j'avais besoin finalement de... Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a beaucoup d'attentes avant, il y a l'échauffement, les jours qui précèdent, on est dans sa bulle, c'est toujours spécial de se préparer pour ce genre d'épreuve. Donc quand on part, on est libéré et j'ai d'emblée senti que j'avais de bonnes jambes. J'ai pas tellement calculé par rapport au chrono et finalement ça a lâché tout seul, quoi. J'avais vraiment de bonnes sensations. Le Romillon voit toutefois son compère de club Ousseï revenir sur lui accompagné du licencié de Chambéry Franck Baudet. Mais voilà, Boyez imprime un rythme infernal et les 2 poursuivants doivent lâcher prise à mi-course, menacés aussi par 2 avertissements rapides. Antonin peut alors s'envoler vers une victoire promise. Le jeune marcheur s'impose en 20 minutes et devient champion de France pour la 2e fois après son titre de 2008.
Je me suis retourné au bout de 1000-1500 mètres, je l'ai vu derrière, mais j'étais sûr de moi au niveau allure. À un moment j'ai hésité, je me suis dit qu'est-ce que je fais, je le laisse passer et qu'on fasse une course à deux. J'ai persévéré et de lui-même il a décéléré. Alors je crois qu'il a eu 2 avertissements assez rapidement, ça l'a peut-être encouragé à maintenir un rythme inférieur. Mais bon, non, j'ai jamais douté dans la course parce que je sentais que j'avais même de la réserve. Donc j'ai maîtrisé à mon sens de bout en bout, n'ayant pas eu d'avertissement, donc c'est aussi une satisfaction. Chez les sprinteurs, l'ambition numéro 1 d'Ali Bounoua était de passer en finale sur le 400 mètres. La tâche était toutefois ardue car sur les 4 séries, seuls les 6 meilleurs temps étaient retenus. Et pour couronner le tout, Laubois était dans la série de Leslie John, figure du 400 mètres mondial. Après un 200 mètres très difficile, Ali Bounoua refait peu à peu son retard et revient sur ses poursuivants. Il termine à la 3e place de The 400 mètres dans l'excellent temps de 47,62, loin de John, mais 4e temps des séries, ce qui lui donne le droit de participer à la finale. On tombe dans la série Leslie, je sais qu'il part très vite. Donc moi qui n'ai pas un partant, il suffit de coller et les autres suivent. Et on dit dans le jargon, on ramasse les morts. C'est ce que je fais de mieux, vous l'avez pu le constater en live. Malheureusement, Ali Bounoua échouera en finale avec une dernière place et un temps moyen de 48,25. Et dommage pour Ali Bounoua et dommage aussi pour la tossiste Jessie Saint-Marc qui courait dimanche sur le 60 mètres salle. Eh bien elle a été éliminée lors des séries. En football, vendredi, l'Estac recevait l'équipe de Hyères, particulièrement mal classée, 18e. Les Troyens avaient besoin d'une victoire à domicile, eux qui n'ont plus gagné au Stade de l'Aube depuis le 20 janvier. C'était contre le Paris FC. Résumé du match. La banderole des Magic Fans était suffisamment évocatrice. Il fallait absolument les 3 points pour éventuellement faire l'écart avec Créteil en déplacement à Guignon. Cela s'annonce bien pour les Troyens avec, dès la 2e minute, ce coup franc de Beauvu qui s'écrase sur la barre transversale. La malchance pour l'attaquant troyen, malheureusement habitué au poteau. Ouais, c'est clair, parce que bon, on aurait mis l'équipe sur de bons rails d'entrée. Mais bon, c'est preuve de malchance, ça fait 3 fois que je touche la barre à domicile, dont 2 coups francs. Mais bon, je continue à travailler et voilà, j'espère que bientôt ça rentrera. L'arbitre de la rencontre, M. Buteau, va compliquer les affaires sudistes en expulsant sévèrement le capitaine d'Hyères pour un geste déplacé sur Mikkelsen. Il a jeté le ballon, mais il a fait pour donner le ballon. C'est vrai qu'il y a un geste, mais il ne mérite pas le rouge. Au bout de 8 minutes de jeu, on met un jaune. Après, si vraiment il y avait eu 35 minutes de jeu ou 40 minutes de jeu, que le jeu était haché, qu'il y avait des coups, tout ça, il aurait pu mettre un rouge. Mais là, 8 minutes de jeu, je dis, s'est mis à l'abri du match et le match a été facile pour lui, mais pas pour nous, malheureusement. Pourtant, les Troyens ne vont pas trouver la faille dans cette formation visiteuse désormais très regroupée sur son but. Les joueurs de Patrick Remy manquent souvent de justesse dans la dernière passe ou dans le dernier geste. Les Varois vont toutefois céder physiquement à l'heure de jeu. Beauvu trouve enfin Faussurier pour l'ouverture du score. Dès lors, tout est beaucoup plus facile pour les partenaires de Gaël Sanz. Pas d'étonnement alors lorsque le centre en retrait d'Acouzard trouve le plat du pied tranquille de Claudio Beauvu. L'addition aurait pu être beaucoup plus lourde pour les sudistes, mais heureusement, les Aubois se montreront très maladroits dans la conclusion. L'Estac s'impose au final 2-0. On aurait pu rendre le match plus facile dès la première minute en marquant, en ayant concrétisé nos occasions. Voilà. On ne l'a pas fait, donc on attend. Toujours à l'abri, on n'est jamais à l'abri d'un contre. Et malheureusement, bon, ils n'ont pas été dangereux, mais moi je regarde surtout mon équipe et encore une fois, on a fait une bonne deuxième mi-temps et pour conclure, une première mi-temps suffisante, quoi. Évian, Reims et Créteil ayant tous gagné, le match de la semaine prochaine contre les Cristoliens prend alors toute son importance. Le perdant se verra peut-être irrémédiablement distancé. Justement, regardons les résultats préparés par Cécile Rich pour voir qu'Évian, notamment, a gagné contre Passy-sur 2-1. Dans le même temps, Créteil est allé gagner à Guignon 2-0. Et Reims aussi est allé gagner à l'extérieur à Bayonne, 3-0. Au classement, toujours la même hiérarchie. Évian premier, deuxième Reims, troisième 3. Tout ça, ça se tient en un point. Créteil légèrement recule à la 4e position avec 46 points. Derrière, Moulins entreprend une petite remontée.
En CFA2 maintenant, première victoire de l'année pour l'Estac B, 1-0 face à Pontarlier. Dans le même temps, Metz a gagné et Belfort a battu Auxerre 2-1, ce qui donne au classement statu quo un petit peu pareil. Belfort toujours en tête avec 2 points d'avance sur Metz et 3 légèrement décrochés en 3e position. L'Union de Sarre par contre, tout ça me paraît bien cuit. Une petite parenthèse handball maintenant avec un match en retard programmé initialement le 9 janvier dernier. L'occasion pour les joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry d'affirmer leur position au classement et donc de renforcer leurs ambitions. On regarde l'Étac contre Lons-Saunier. Un match en retard qu'il fallait absolument remporter si l'Étac voulait rester au contact du podium. Très rapidement, on vit que les Jurassiens n'avaient pas la taille patron pour cette rencontre. Pourtant, l'Étac déplorait les absences de Chevance et Louf, 2 éléments importants dans le dispositif au bois. Heureusement, depuis la reprise, les Troyens peuvent compter sur une recrue de valeur en la personne de Michel Valentin, arrivé cet été du Var et qui se révèle précieux au poste d'arrière gauche. On récupère les joueurs au fur et à mesure quand ils reviennent de leurs blessures qui s'en remettent. Donc c'est bien d'avoir un groupe un peu plus élargi, tant au plan d'entraînement que pour les matchs, même si c'est difficile après pour les coachs de faire l'équipe. Grâce à des apports tels que Valentin, l'Étac n'a pas eu trop de soucis à se faire samedi soir. En menant à 17-10 à la mi-temps, il ne restait plus aux joueurs de Carole Martin et Christophe Guéry de bien mener leur barque en seconde période. Ce sera fait à l'aide des tauliers tels que Debert, 7 buts et Mourad, 6 buts, qui aideront à maintenir l'écart. Au final, victoire facile pour les ententistes, 37-26. C'est un peu le mot d'ordre, hein, surtout pas se relâcher, même si en face ils n'étaient pas nombreux, on les a fait courir en première mi-temps. Et le but c'était de les fatiguer et d'arriver à continuer en respectant l'adversaire et à faire un score plus qu'honnête, quoi. Donc il fallait surtout pas se déconcentrer, les garçons l'ont bien fait et voilà, je suis assez content de leur prestation parce qu'ils se sont battus jusqu'au bout en respectant l'adversaire. Les Aubois restent donc toujours en course pour l'accession, mais le parcours est encore long et probablement semé d'embûches. Allez, faisons le point avec les résultats, les autres résultats. Il n'y en avait pas beaucoup puisque c'était donc des matchs en retard, 2 matchs en retard précisément, notamment Bar-le-Duc qui a battu Molsheim 24-18 et vous l'avez vu il y a quelques instants, la victoire de l'Étac 37-26. Au classement, ça change un petit peu puisque l'Étac avec un match en plus passe devant Sarrebourg, ce n'est que symbolique. Par contre, la distance mise avec Florange ne l'est pas du tout. On passe à l'autre championnat de National 2 féminine avec la belle victoire de Sainte-Maure 3 qui a battu Chevigny et Saint-Sauveur 27-17 et le carton du jour est pour Montargis, le leader qui bat Aubervilliers assez largement 42-24. Au classement, Montargis toujours largement en tête, 3 points d'avance, c'est un gouffre sur Épinal. Bar-le-Duc est ensuite 3e, suivi de Sainte-Maure 3 en 4e position. Avant de passer au baseball, faisons un petit coucou aux voisins du football américain qui jouaient samedi soir au complexe Songis face au Météor de Fontenay. Encore une défaite malheureusement, 12-18 pour les Pigargues qui sont désormais avant-derniers au classement. La lutte pour le maintien va être très difficile tout au long de cette saison. Allez, pour les Espadons, justement, c'est bientôt le début de la saison. Thierry Faucon, le président des Espadons de Troyes, est avec nous. Bonsoir Thierry. Bonsoir David. C'est très proche, je crois. C'est le 21 et 22 mars, coup d'envoi, je crois. C'est ça, ouais. Ouais. C'est enfin la fin des galères pour les Espadons, définitivement. Ouais, donc la fin des galères au niveau du championnat et la fin des galères au niveau du terrain. Ouais. Alors, on va en parler tout de suite de ce terrain. Vous avez mis beaucoup de temps à le trouver, mais finalement, vous l'avez trouvé. Oui, tout à fait. Enfin, on nous a pas mal aidé, donc sous l'impulsion d'un des joueurs qui est dans le public, Didier. Justement, là, on image ce terrain. Où se situe-t-il ? À Saint-Julien, en fait. Hein, c'est sur l'ancienne route de Berre, là, qui a été fermée après la construction de la rocade, juste à côté du centre équestre. Ouais. En fait, c'est sous l'impulsion de la CAT et de la mairie de Saint-Julien, donc ce terrain va sortir de terre théoriquement d'ici fin avril. Les travaux vont commencer le 22 mars officiellement. Ouais. Donc après on va pouvoir s'en donner à cœur joie. D'accord. Le problème c'est que vous n'allez pas pouvoir commencer le championnat sur votre nouveau terrain. Ah oui, c'est le principal souci. Ouais, malheureusement, les conditions climatiques étant, donc ça a pris du retard. Hein, ça peut arriver. Et on avait pris les devants depuis le mois de décembre, donc on doit voir pour une solution de rechange, pour
pouvoir disputer les matchs à domicile ou tout du moins les décaler pour un peu plus tard. Et c'est quoi la solution de priorité à l'heure actuelle? C'est plutôt décaler les matchs à l'extérieur en attendant On pourrait, mais bon, on préférerait pouvoir jouer à domicile. Donc après, à la limite, on peut toujours avoir un autre terrain provisoire. En provisoire, et après reprendre directement sur le nouveau terrain quand les conditions le permettront. Eddy Coquin est avec nous sur ce plateau. Eddy, vous êtes l'intendant de l'équipe des Espadons de Troyes. Vous sentez les joueurs un petit peu particulièrement concernés à l'idée de jouer justement enfin à Troyes? Ça fait déjà 2-3 ans qu'ils nous en parlent régulièrement, et là tout le monde est très content que le terrain se fasse. Et ça va être un petit peu aussi ce qui va permettre de développer aussi le club, de pouvoir jouer à domicile et que le public puisse nous voir chez nous. Ouais. C'est tout un bouleversement parce qu'avant c'était les déplacements à part en région parisienne, en Seine-et-Marne je crois. Là aujourd'hui, ça y est, vous pensez déjà à avoir votre public, votre panneau d'affichage, votre terrain avec tous les aménagements prévus? Voilà, on a déjà pensé à tout. Il ne reste plus qu'à planter ça sur notre terrain. Ouais. Et puis ça nous permettra aussi peut-être de pouvoir trouver 2-3 sponsors, parce qu'on va pouvoir afficher des banderoles, des publicités sur donc ce qu'on appelle le backstop, ce qui est à l'arrière du terrain de baseball. D'accord. Voilà. Est-ce que la publicité faite autour de cette nouvelle équipe, on peut le dire, c'est quasiment une nouvelle équipe, un nouveau club, est-ce que ça a amené des joueurs à se renseigner, à être recrutés par les Espadons? L'année dernière, on n'avait qu'une seule équipe. Là, on va pouvoir engager 2 équipes dans le championnat. Donc en senior, on est 27. Chez les filles, on doit être 12. Et les gamins, les cadets, donc c'est 11 personnes. D'accord. Donc on a recruté un petit peu de monde et des jeunes, donc ce qui nous fait aussi très plaisir. Principalement dans l'Aube ou à l'extérieur? Non, dans l'Aube. D'accord. Pas de gens de l'extérieur intéressés ou qui ont eu, par le bouche à oreille, connaissance On a toujours de temps en temps des petits coups de fil, mais c'est surtout des anciens joueurs qui savent qu'il y a un club à Troyes qui s'est remonté. Voilà, qui s'est remonté et qui veulent continuer à jouer au baseball. D'accord. Thierry, le cheval de bataille des Espadons, c'est aussi le softball, réservé aux filles. Pas spécialement. Pas spécialement? Non, en fait, vous avez du féminin et du mixte. Donc là, récemment, l'équipe mixte elle a disputé le tournoi de Lunéville. L'équipe est encore à ses débuts, donc ça fait un peu plus d'1 an qu'elle dispute des tournois. Donc les débuts on y va petit à petit. Elles ont gagné un match. Sinon, les filles, l'équipe féminine s'est rendue à Dijon aussi pour disputer l'Open féminin sous la bannière de la Champagne-Ardenne. Elles se sont pas mal débrouillées d'ailleurs. C'est un début. Ouais, c'est un début. Comment on différencie au fait le baseball du softball? En fait, c'est la taille de la balle. Et uniquement? Non, pas spécialement. Vous avez aussi les distances. Alors, la balle, je crois qu'on en a une sur le plateau. C'est la grosse balle jaune. La grosse balle jaune, si on peut faire la comparaison, c'est la grosse balle jaune que nous avons en image là actuellement, et la grosse et la moyenne balle blanche que vous avez près de vous. Tout à fait. Donc là, fait la différence. Aussi une question de distance entre les bases. Donc le softball est plus un sport de loisir à la base et qui s'est développé aussi en compétition. Donc, principalement en Amérique. Voilà. Ouais. Donc en fait, généralement, le baseball, vous y jouez pendant la période scolaire, généralement au maximum jusqu'à l'universitaire. Après, continue, généralement contrat pro, les meilleurs. Et ensuite, généralement, on passe au soft pour y jouer le dimanche ou après le travail. Ouais, c'est loisir, quoi. Ouais, c'est beaucoup loisir chez eux. Chez nous, on a de la compétition. On a quand même des équipes. On a une équipe, l'équipe du BAT de Paris, une équipe féminine et championne d'Europe. Donc d'accord, c'est une affaire sérieuse finalement. C'est une affaire sérieuse. En fait, la différence aussi se fait dans le lancer, c'est un lancer impressionnant parce le lancer au softball se fait en dessous. Donc le mouvement de bras se fait par en dessous, contrairement au baseball qui se fait par dessus. D'accord. C'est l'une des principales différences avec c'est la différence, le baseball. J'imagine que vous devez être content quand même que enfin tout ça, parce que vous avez l'air un petit peu fatigué. Après 2 ans et demi de combat, on va dire, on a enfin réussi à avoir à peu près ce qu'on voulait. Donc, un terrain, on a quand même le club qui est quand même pas mal constitué. En comptant, on va dire toutes les personnes de passage, on atteint quand même un peu moins de 80 personnes. Ouais, parce que quand on revient en arrière, je me souviens qu'en 2003, je crois, le club
se mourait, on peut le dire. Ah oui. Le club était quasiment mort. Hein. Donc on a redémarré, pareil, sous l'impulsion de Eddy, qui est un ancien joueur de l'équipe cadet. Didier, donc, qui est aussi l'ancien coach de l'équipe troyenne. Donc, hier, tout le monde s'est fédéré et ça a permis de redémarrer le club qui était vraiment mal en point. Et bon, maintenant on voit le résultat. Hein. Donc je veux dire, c'est pas seulement le fait de quelques personnes. Je veux dire, c'est vraiment un groupe qui est soudé. Et on travaille beaucoup la cohésion, ce qui nous permet quand même de continuer, d'évoluer dans ce championnat. Quel championnat donc on va retrouver? Qu'est-ce qu'il y a comme équipe dans donc, cette compétition qui va débuter le 21 mars? En fait, en dehors des 2 équipes de Troyes, vous aurez donc 2 équipes d'Argancy, donc c'est dans l'agglomération de Metz, oui. L'équipe de Reims, qu'on a réussi à relancer. Vous avez l'équipe de Nancy et l'équipe de Colmar. Ouais. Donc voilà, donc ça fait un championnat, ça va être à 12 ou 13 journées, je crois, Elie. À 12 journées, sans compter les matchs amicaux, sans compter le tournoi de Mézieux qu'on doit disputer à la Pentecôte. Et les tournois qu'on doit aussi disputer sur notre terrain. Parce que c'est quelque chose d'important. Ah oui, il apparaît comme évident que vous voulez absolument jouer sur le terrain pour remercier tous ceux qui vous ont aidé. Parce que bon, il y a une personne en particulier que je voudrais remercier, c'est M. Marc Moreau, qui... de la municipalité de Saint-Julien, la municipalité de Saint-Julien, donc c'est le maire adjoint chargé des sports. Hein. C'est lui qui nous a aidés pas mal. On a aussi la CAT qui nous a aidés, qui a apporté la totalité financière. La charge financière donc, du terrain, et Saint-Julien nous a offert la partie terrain. Donc après, voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Et c'est vrai que sans ces personnes-là, on aurait eu du mal à évoluer vers quelque chose. Mettre en place quelque chose de sérieux. Et puis Canal 32 aussi, avec le petit reportage qu'on a eu droit pendant l'été. Bon, content que tout ça vous a donné un coup de pouce. On rappelle, plus d'infos, c'est noté, espadon-3.fr. Le début du championnat 21 et 22 mars et prochainement fin avril. On pourra vous voir sur le terrain, donc bien, entre Berre et Saint-Julien-les-Villas. Voilà, tout à fait. De toute façon, ça sera indiqué, il n'y aura pas de souci, je vous fais confiance. Ouais, on mettra des panneaux pirates sur la rocade. Merci beaucoup. On passe à toute autre chose à présent pour parler du champion de France des moins de 91 kilos. Il est au bois et se nomme Narcisse Ndayen. Il y a quelques mois, il ne connaissait pas du tout le full contact et aujourd'hui, il s'est bien rattrapé. Découverte de ce gentil géant à l'entraînement, un entraînement assez particulier, vous allez voir. Le 1er juin 2009, Narcisse Ndayen obtenait la consécration de sa carrière en devenant champion de France des moins de 91 kilos. Une vraie récompense pour le Troyen qui avait débuté le full contact il y a moins de 2 ans. Et il est vrai qu'au départ, il ne souhaitait pas forcément faire de la compétition. Quand j'ai pris ma licence à l'ATB, c'était plus pour faire du loisir. Donc un jour, l'entraîneur, M. Coquet, m'a proposé de faire un premier pas aux régionaux, donc de tenter ma chance. Et j'ai tenté ma chance. Donc il avait vu un potentiel. Donc c'est quelqu'un qui a l'œil, quoi. Il avait vu qu'il y a un potentiel, il pourrait avoir du travail à faire. Aujourd'hui, l'Hercule troyen entend bien poursuivre sur sa lancée en conservant son titre l'été prochain. Pour cela, son entraîneur Danny Coquet lui a concocté un entraînement qui sort de l'ordinaire. Un programme artisanal version Rocky Balboa. Narcisse, son point fort à l'heure actuelle, c'est l'explosivité. Donc tout ce qui est travail au niveau du pneu, c'est explosif. On va dire tout ce qui est pneu, on va dire levé de terre, c'est de l'arraché. C'est du travail, on va dire, de musculation, mais qui est fait avec du pneu, qui est fait avec de la masse. Mais il faut qu'on reste avec Narcisse, il faut qu'on reste sur ce travail-là. Je vous dis, pendant des années, il a fait de la muscule. Bon, maintenant, il faut qu'il travaille, on va dire, plus léger, plus rapide. Mais à l'heure actuelle, on ne va pas le transformer. Je vous dis, on va pas en faire un super technicien. À l'heure actuelle, il est réputé sur la France, on va dire, comme étant une brute. Une brute qui ne rechigne pas à l'entraînement, sang, sueur et larmes, c'est son credo, mais cela ne lui fait pas tourner la tête pour autant. Néanmoins, il ne peut cacher une certaine ambition. Des titres comme ça, c'est vrai que ça fait plaisir pour le club et pour soi-même, pour le club, je parle de tout le staff. Hein. Donc après, bon, il faut monter la barre plus haute, quoi, et voir
peut-être plus tard, il y aura encore des trucs merveilleux qui vont arriver. Voilà pour la découverte du gentil géant. On parlait athlétisme tout à l'heure. On y revient avec un jeune espoir de la perche féminine du TOS, Anne-Sophie Roth. Toute récente 5e des championnes de France junior, l'Auboise monte en puissance. Toute petite, Anne-Sophie Roth faisait de la gym. De cette expérience, elle en a gardé une grande agilité et une certaine souplesse. Quand ensuite elle a décidé de passer à l'athlétisme au TOS, son président n'a pas hésité à lui proposer la perche et dès la première compétition, l'Auboise a frappé fort. Premier contact, première compétition, 2,50 m, beaucoup plus que la moitié des filles qui commencent à perche. Donc on m'a dit qu'il fallait que je m'entraîne et que ça irait certainement haut. Donc, Avec seulement 3 ans de pratique, la jeune fille a progressé de manière fulgurante en participant notamment au championnat de France ou en pulvérisant le record de Champagne toute catégorie. Il a fallu toutefois faire certains sacrifices pour en arriver là, notamment un départ obligé vers le pôle de Dijon. Quand on m'a proposé, j'ai eu beaucoup de mal, surtout parce que j'avais mes amis, j'avais mon petit ami, j'avais tout ça, et pour partir c'était pas évident. Puis mon lycée, il était super et tout. Mais on m'a dit, mes parents m'ont soutenu, m'ont dit, tu sais, une chance comme ça, tu l'auras peut-être pas tous les jours. Et essaie, au pire, si vraiment ça va pas, on vient te chercher, il n'y a pas de souci. Jamais on te laissera là-bas si ça va pas bien. En fait, je suis arrivée là-bas et j'ai aussi découvert que le monde du sport, c'était vraiment une grande famille et que on avait, mes entraîneurs, c'est comme mes mamans et toujours derrière moi à me soutenir. Donc quitter sa famille, ça a été dur, mais quand on arrive là-bas, on découvre qu'on en a une autre et que on est bien accueillis, donc ça va. Le chemin est encore très long pour Anne-Sophie. Il faudra encore beaucoup d'entraînement pour rejoindre les meilleurs perchistes et notamment la grande championne russe Sissinbaeva et ses 5,05 m quasi inabordables. Arriver à son niveau, je pense que c'est... faut pas rêver trop loin. Mais par contre, j'aimerais bien cette année taper les 4 mètres. C'est la barre mythique chez les filles. Et, 5 pour Sissinbaeva, chacun son truc, hein, mais chez nous c'est 4 mètres et j'aimerais vraiment la faire cette année. La jeune tossiste n'a pas oublié pour autant ses études. Elle a notamment obtenu son bac cet été. Une nouvelle preuve de la réussite d'Anne-Sophie dans tous les domaines. Voilà, elle va très très haut la perchiste. L'agenda du week-end sportif prochain pour voir que notamment ça débute fort avec du football. Évidemment, si vous voulez aller voir les Stacks à Créteil, c'est vendredi donc 5 mars à 20h au stade du Vauchel. Le lendemain, il y a du badminton avec le championnat de France de National 3. Le PL3 accueille le BNV, c'est à 16h et c'est au COSEC 3. Le même jour, il y a de la boxe avec la demi-finale des championnats de France senior amateur. À 19h30, à la salle Omnisport, l'enfant et Shiger sont engagés 2 au bois. Et puis enfin, pour terminer, si vous n'aimez pas trop la boxe, vous pouvez très bien aller encourager les filles de Sainte-Savine qui accueillent Bourges, une rencontre décisive pour le maintien à 20h au gymnase Volbar. Voilà, ce journal est terminé. Je vous donne rendez-vous lundi prochain pour un nouveau journal des sports. À très bientôt.